5 axes de progression pour Lamine Yamal, les amis. Oui, je sais ce que vous allez me dire, Charel. Qu'est-ce que tu racontes encore? De quoi tu me parles? Lamine Yamal est déjà hyper complet, c'est vrai, d'accord, c'est le meilleur joueur du monde. Peut-être qu'il sera Ballon d'Or, peut-être que ce sera Ousmane Dembélé, on verra bien. En vrai, peu importe, ce n'est pas le débat du jour. Ce qui importe, c'est que Lamine Yamal, un jour, termine sa carrière avec un parcours, un palmarès et des accomplissements à la hauteur de son talent au minimum. Est-ce que vous avez vu ce qui se passe depuis dimanche? Est-ce que vous avez vu à quel point il est juste déglingué, à quel point il se fait charcuter par tous les haters, tous les détracteurs, à quel point il est devenu ce qui s'appelle l'homme à abattre depuis dimanche, et même un petit peu avant ça? C'est du jamais vu pour un jeune de 17 ans. Un joueur qui est encore mineur, on n'a jamais vu ça, une campagne de décrédibilisation. En gros, il est devenu ce que j'appelle moi l'indésirable numéro 1. En tout cas en France, pour tous ces petites personnes, il y en a beaucoup, qui attendaient le premier petit faux pas, la première défaite un petit peu douloureuse pour le joueur, pour s'en donner à cœur joie, pour sortir le maximum de venin, le critiquer, le descendre pour le moindre fait et geste, parce qu'il n'a pas assez applaudi, le Portugal et ses vainqueurs, parce qu'il a souri à son père pendant l'hymne du Portugal, parce qu'il n'a pas voulu regarder CR7 dans les yeux quand il lui a serré la main, comme si c'était un date en fait. Comme si Cristiano avait un rencard avec Lamine Yamal, comme en boîte, et qu'il insistait pour que Lamine Yamal le regarde droit dans les yeux quand il trinque avec lui. Cheers. Et quand je pense que les fans de Messi et du Barça sont souvent très régulièrement catégorisés comme la pire communauté des réseaux sociaux, comme des hypocrites, eh bien ça me fait tellement rire quand je vois la campagne de décrédibilisation que subit Lamine Yamal, tout ça pour un ballon d'or, parce que c'est ça en vrai. Le but de l'acharnement qu'on voit depuis maintenant une semaine, 10 jours, voire plus, c'est évidemment de faire le maximum pour salir l'image de Lamine Yamal en vue d'un potentiel ballon d'or. En gros, puisque Vinicius a perdu un ballon d'or à cause de son côté détestable, eh ben on se dit on va accentuer la même chose pour Lamine Yamal dans le but de manipuler un petit peu l'opinion publique et en faire un espèce de joueur arrogant, insolent, détestable. Stop, on parle d'un jeune de 17 ans, d'accord? Donc oui, à son âge, on est tous arrogants. On est tous provocateurs et c'est normal, son côté un petit peu sûr de soi, voire même ultra confiant, il ne devrait pas le conserver toute sa vie, toute sa carrière. À travers son parcours, ses échecs, ses modèles, son rôle de joueur qui va s'affirmer de plus en plus et tout simplement la maturité, comme n'importe quel être humain, il va commencer à apprendre au fil du temps à comment se comporter quand il est juste comme un adulte en fait, tout simplement. Quand je vois Vinicius qu'il a depuis 6 mois, je pense que depuis ce qui s'est passé avec le Ballon d'Or, ça lui a mis une bonne tarte. Je pense, et ça se voit, c'est flagrant, personne n'en parle, mais moi je le vois, que Vinicius a compris que c'était un petit peu dans son intérêt à lui d'agir un peu mieux sur un terrain de football. Il est beaucoup plus sage, il provoque beaucoup moins, et il a arrêté d'agresser les arbitres. Et pourtant, on a des malveillants qui essayent de faire passer Lamine Yamal pour un mini Vinicius, qui essaye d'inclure Lamine Yamal parmi les joueurs détestables de ce monde, à savoir dans le même lot que Vinicius. Non mais sérieusement les amis, est-ce que vous voyez un petit peu la perversité de la chose? Comment on arrive à se permettre de comparer Vinicius, qui du coup chambrait ses adversaires, agressait les arbitres, manquait de respect à des joueurs aussi, notamment Kimmich, qui était tellement souvent à la limite de l'agression physique et verbale auprès des arbitres, qui s'est mangé un nombre assez grand quand même de cartons rouges depuis maintenant 3 ans, et carrément des compilations qui tournent sur les réseaux sociaux de toutes les dingueries qu'a fait Vinicius, et vous comparez ça avec Lamine Yamal qui se permet de faire quoi? Poster des stories et mettre ce qui s'appelle des publications Instagram avec Sangoku en image avec Vegeta, le tout pour amuser un petit peu la galerie et passer pour un intéressant. C'est tout, En vrai, c'est ça le but, quand vous postez une story sur Instagram, c'est un petit peu faire parler de vous, montrer que vous êtes heureux, vos émotions, que vous êtes content, frustré. Regardez CR7, Est-ce que vous avez vu depuis dimanche le nombre de posts qu'il a foutu sur Instagram ou sur Twitter avec des photos de lui où on le voit porter la Ligue des Nations comme s'il avait remporté la Coupe du Monde en battant l'Argentine en finale face à Messi? Eh ben non. On a des supporters qui, à chaque publication sur Lamine Yamal, chaque story, chaque comportement ou acte un petit peu propre à Lamine Yamal, nous disent « Imaginez si ça avait été Vinicius. Imaginez les réactions et la hate watch qu'il aurait subi. » Ah, c'est bizarre, les supporters du Barça, vous aimez bien qu'il fasse ça à Lamine Yamal, alors que quand c'était Vinicius, patati patata. Oh là là. Vous êtes en train de comparer un joueur qui s'embrouillait avec un arbitre, avec la montre là, avec le panneau d'affichage du temps réglementaire. Il a réussi à s'embrouiller avec ça. Un joueur qui voulait en découdre avec l'arbitre, on se rappelle face à Valence, qui a jeté des glaçons. Il s'est blessé, on l'a strappé avec des glaçons. Il a voulu prendre les glaçons qu'il avait sur son genou et il a voulu les lancer sur l'arbitre.
Ça veut dire que si l'arbitre avait été plus proche que ça, là, il se serait mangé des glaçons dans la tête. Oh Seigneur. Et vous comparez ça avec un joueur qui met des stories Sangoku et Vegeta sur Instagram. Bref, Lamine Yamal ne restera pas comme ça toute sa carrière. Un jour ou l'autre, il va grandir, ça prendra du temps. Mais son comportement, ses punchlines, ses déclarations aussi, et évidemment sa mentalité, généralement, tout ça va changer, va évoluer avec le temps et la maturité. Ça, c'est pour tout ce qui se passe hors terrain. Mais je voulais commencer par ça, parce que je voulais en parler, et voilà, ça me faisait plaisir. Et surtout, rigoler, c'est vrai. Maintenant, sur le terrain, c'est ça qui nous intéresse dans la vidéo. Puisque c'est l'objet de la vidéo, l'homme à abattre, il est complet, certes, il a 17 ans, et comme je le disais, on espère qu'il aura une carrière, des accomplissements et un palmarès à la hauteur de son talent. Au moins ça. C'est potentiellement le joueur le plus précoce de l'histoire du football, on le sait maintenant avec Pelé. Il est ultra complet, c'est vrai, mais il a encore beaucoup de choses à apprendre pour devenir le meilleur joueur, voire l'un des 5 meilleurs joueurs de tous les temps. Et ça, pour moi, il en est tout à fait capable. Donc j'ai retenu 5 axes de progression, dont je voulais parler du plus flagrant au moins flagrant. Et en fait, le but, c'est évidemment que dans l'absolu, on puisse imaginer qu'une fois qu'il aura réglé et qu'il aura progressé sur ces 5 domaines du jeu, on puisse dire, eh ben là, on a en face de nous ce qui s'appelle Lamine Yamal Prime de chez Prime. L'équivalent de ce qu'a été Messi entre 2009 et 2013 pour moi, ou ce qu'a été Neymar entre 2015, 2016, 2017 jusqu'à sa blessure avec le PSG, ou encore évidemment ce qu'a été CR7 en 2007-2008 pour moi qui est son prime absolu, bien plus que 2012, n'en déplaise à ses fans. Allez, entre 2007 et 2010 si vous préférez. Donc c'est parti pour les 5 axes de progression de Lamine Yamal. En numéro 1, le premier axe sur lequel Lamine Yamal doit évidemment progresser. Bon, pas de surprise, c'est évidemment la finition. Alors certes, il a marqué 21 buts cette saison et délivré 26 passes décisives. On va mettre de côté les passes évidemment parce qu'il est incroyable à ce niveau-là. Et je pense vraiment qu'avec un Lewandowski un peu meilleur que ça ou un autre numéro 9 prochainement, dans les années qui suivront, on aura un total qui va dépasser ce chiffre-là. Maintenant pour les buts, 21 cette saison, 18 avec le Barça et 3 avec la Roja. C'est exactement ce que j'avais fixé comme objectif, moi, à Lamine Yamal en début de saison, à savoir entre 15 et 20 buts, toutes compétitions confondues. Donc pour son âge, réussir à marquer plus de 20 buts, c'est exceptionnel, ça on va pas se mentir. Et on peut estimer que l'année prochaine et les années suivantes, ce chiffre va augmenter progressivement pour atteindre, on l'espère, des sommets. Maintenant, on va pas se mentir aussi, il a d'énormes progrès à faire à la finition devant le but. C'est pas qu'il a des lacunes, je pense qu'à son âge, c'est pas du tout alarmant. Par contre, c'est le seul domaine du jeu où vraiment on sent qu'il est pas vraiment en avance par rapport aux jeunes de son âge. C'est le seul, Pour tout le reste, il est vraiment ultra complet, ultra en avance, ce que vous voulez. Par contre, à la finition, on a vu des joueurs qui étaient déjà à son âge ou en tout cas presque à 18 ans qui étaient largement en avance par rapport à lui, notamment évidemment Ansu Fati. J'ai pas envie de prendre Ansu Fati comme exemple parce que lui, justement, ce qu'il avait à 16 ans, 17 ans, c'était juste incroyable. Honnêtement, je n'ai jamais vu ça, un joueur aussi précoce qui avait une faculté à frapper au but et à se créer l'espace nécessaire pour frapper et cadrer ses frappes. On se rappelle des chiffres qu'il avait. Je crois que c'était à l'époque un truc genre 11 buts sur les 15 premières frappes cadrées du joueur. Les 15 premières frappes cadrées du joueur en carrière. Un truc comme ça, c'était complètement fou. Bon, on ne demande pas ça à Lamine Yamal, évidemment. Par contre, c'est vrai que devant le gardien, pas mal de fois, il a raté justement des occasions assez franches, des face-à-face, des frappes en une touche de balle, alors qu'il était relativement proche des buts. En gros, toutes les situations où il devait un petit peu réfléchir à prendre la bonne décision et à faire le bon geste. Alors que bizarrement, en tout cas non pas bizarrement justement, quand il a une frappe à déclencher, quand il est aux 15, 20, 25 mètres à faire, il n'y a aucun problème. Parfois il trouve des lucarnes et on a vu récemment qu'il arrivait à débloquer un petit peu une espèce de space call, en gros une frappe enveloppée vers le côté opposé sur le poteau. Le deuxième poteau, il en a marqué plusieurs en fin de saison. Quand il s'agit de frapper de loin et de frapper fort dans le petit filet adverse, il n'y a aucun problème pour lui. Par contre, ça lui arrive de manquer des occasions assez franches, on le sait. Alors j'ai envie de dire que c'est pas forcément affolant. On a eu justement cette année, en la personne du concurrent direct de Lamine Yamal pour le Ballon d'Or, à savoir Ousmane Dembélé bien évidemment, on a eu un Ousmane Dembélé qui lui a montré qu'on pouvait progresser à ce niveau-là et qui partait de très 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 loin, je pense, comme Lamine Yamal à l'époque, qui a raté des occasions franches en carrière. On se rappelle tous évidemment d'Anfield. Comment oublier évidemment le match PSG-Barça en 2021, pareil au match retour, il en avait manqué plein aussi. Bref, il partait de loin, c'était une infection. Et pourtant aujourd'hui, il a réussi à marquer près d'une quarantaine de buts en portant évidemment son club jusqu'à la Ligue des Champions. Et on parle d'un joueur qui a fait ça à 27-28 ans.
alors que tout le monde disait que c'était mort pour lui, qu'il finirait du coup sa carrière avec une finition dramatique. Eh ben non, ça existe, on peut progresser, ça demande du travail. Même Messi à l'époque, quand il a commencé justement à Barcelone, avait une finition qui n'était pas celle qu'on a connue ensuite, hein, loin de là. Alors il partait pas d'aussi loin que Lamine Yamal, c'est vrai. On se rappelle de Messi en 2005, notamment à la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Mais quoi qu'il arrive, il a énormément travaillé. Le travail a payé à la finition. On se rappelle des mots de Boateng qui disait justement comment ça se passait à l'entraînement au Barça, comme quoi il travaillait la finition. Avec Suarez, Rakitic devant les buts, c'était un crack. Comme quoi sur 100 frappes, il en ratait peut-être 2. Mais le reste, hein, les 98 autres, il les mettait au fond, même s'il y avait Ter Stegen ou Sangoku Broly dans les cages. Et bah ça s'appelle du travail, à l'entraînement répété, répété et encore répété. On a vu pas mal de séquences où on voit Lamine Yamal du coup travailler à la finition. Il n'y a pas de secret, hein, ça viendra comme ça, avec un coach, pourquoi pas évidemment des flics, hein, mais d'autres aussi, qui pourraient l'aider, adjoint, coéquipier, je ne sais pas, mais Lamine Yamal doit progresser à la finition pour pourquoi pas terminer des saisons avec 40, 50 buts. Imaginez un petit peu dans 3-4 ans si on a un joueur aussi complet que ça dans le jeu, avec en plus des buts et souvent des très jolis buts, hein. Et bien pour le Barça, c'est là qu'on passera du coup à un favori pour la LDC tous les ans sans exception. Ensuite, deuxième secteur du jeu dans lequel il doit progresser, c'est évidemment les coups de pied arrêtés. Et là, ça rejoint un petit peu la finition, mais récemment, on a eu des échos comme quoi dans son contrat, il voulait faire en sorte que le club lui promette ou lui garantisse la possibilité qu'il puisse tirer les pénaltys et les coups francs directs. On en avait fait une vidéo, je me rappelle très bien, même si l'info était à prendre avec des pincettes parce qu'on sait que la presse, souvent, attention. Et qu'est-ce qui s'est passé récemment? On a eu la Ligue des Nations où justement Lamine Yamal a frappé un penalty et en plus l'a marqué face à la France. Il a frappé tous les corners de l'Espagne et pour finir, le coup franc qu'il a obtenu du coup face au Portugal en finale. Donc comme quoi, il y a peut-être une part de vérité, je pense qu'il en a envie. Alors pour les penalties, il y a énormément de progrès à faire chez lui. Il en avait déjà frappé un lors de la séance de tir au but face aux Pays-Bas lors de la qualification en Ligue des Nations. Et là, on l'a vu frapper face à la France de la même façon, exactement la même feinte. En gros, je fais une espèce de frappe avec mon bras, comme quoi je vais ouvrir le pied et frapper à droite du gardien, plutôt à gauche, hein, si on est face à Lamine Yamal, pour ensuite fermer le pied et frapper croisé. Et ça, je pense que c'est une façon de tirer qu'il a chez lui, qu'il tire comme ça en général. On a même des images de lui en jeune qui frappait comme ça ses penalties. Bon, je pense que ça lui fait du coup une façon de les tirer. Maintenant, je pense qu'il peut améliorer cette technique, l'étoffer, l'améliorer pour devenir justement un très bon tireur de penalty. Pour l'instant, c'est pas encore le cas au Barça. Il a au moins 3-4 tireurs devant lui. Rafinha, Lewandowski, Ferran Torres ou Dani Olmo, mais ça va venir progressivement. Et concernant les coups francs maintenant, pour les coups de pied arrêtés indirects, à savoir les coups francs et les corners, bah, on l'a vu, hein, il a évidemment une qualité de passe qui est incroyable. Donc à ce niveau-là, j'ai pas de progrès à lui demander à Lamine Yamal, il est juste déjà très fort. Ce serait juste cool qu'il en tire de plus en plus avec le Barça. Par contre, les coups francs directs, là à ce niveau-là, il y a une vraie place à prendre au Barça, avec Rafinha qui les tire à chaque fois au-dessus des cages, et avec la frappe de balle que lui, Lamine Yamal, possède, avec le talent qu'il a, le toucher qu'il a, je pense qu'il a de quoi faire beaucoup mieux. Beaucoup mieux que ce qu'il a fait récemment face au Portugal, on l'a vu. Je pense en vrai, on va pas se leurrer, je pense qu'il ne sait pas encore comment les tirer, mais que là aussi, il y a du travail à faire. Vu le nombre de fois où il va subir des fautes et les coups francs intéressants qu'il aura à tirer et à frapper, bah là, il y a vraiment quelque chose à aller gratter pour lui et aussi pour le Barça qui n'a plus de tireur hors pair, évidemment, depuis le départ de Messi. Mais oui, soyons un petit peu honnêtes, il part de très loin avec les coups de pied arrêtés, les coups francs directs à tirer pour lui et le Barça. Le troisième secteur du jeu où j'espère voir des progrès chez lui et assez vite, hein, c'est dans les dribbles en fait, dans les duels qu'il a à avoir face à ses vis-à-vis, à savoir les latéraux gauche adverses. Alors ça peut paraître un petit peu fou, hein, ce que je dis, que Lamine Yamal doit progresser en termes de dribble parce qu'il est déjà hardcore à ce niveau-là, mais si les amis, parce que on va savoir, hein, je pense vraiment que les latéraux adverses, hein, les latéraux gauche qu'il va affronter de plus en plus fort dans sa carrière, hein, on l'a vu récemment contre le Portugal de Nuno Mendes, contre Carreras aussi, très bon joueur qui va débarquer du coup au Real Madrid, qui avait fait des misères à Lamine Yamal. Il va devoir affronter des joueurs de plus en plus forts à ce poste-là. Il a déjà affronté des mecs comme Ferland Mendy, Alphonso Davies, ça s'est bien passé. Mais quand je fais le parallèle avec Messi, et CR7 et Neymar et tous ces joueurs qui ont dû se coltiner des latéraux hyper forts, et ben j'ai souvent pensé que c'était justement ces joueurs-là qui te faisaient progresser.
parce que souvent, ils sont tellement forts défensivement qu'ils te demandent d'élever ton niveau. Quand je me rappelle de Messi, sa carrière, qu'il a dû se coltiner des mecs comme Marcelo, ou en Ligue des Champions, des Patrice Evra, des Ashley Cole, Prime, etc. Et bah tu sais que quand tu es ailier droit, si tu réussis du coup à vaincre ton vis-à-vis au cours d'un match, ton match il est réussi. Quand tu as l'ascendant psychologique par rapport à ton latéral gauche, tu l'effaces, ça y est, tu as une occasion de but ou un but, ou tu as créé minimum du danger. Forcément, systématiquement ou presque. Par contre, un match où tu te fais dominer par ton latéral gauche, et ben là, ton match, tu le subis, tu souffres un petit peu et on te voit pas beaucoup. Tu joues contre le passe, tu joues derrière et tu deviens inoffensif. La première chose à faire quand tu es ailier, c'est justement réussir à vaincre ton vis-à-vis. Alors, il le fait très bien, hein. J'ai pas dit qu'il était mauvais à ce niveau-là, qu'il avait du coup des lacunes. Pas du tout. Il est même excellent. Il a tellement réussi à faire souffrir ses vis-à-vis par la passe, par le dribble, par les 1-2, les combinaisons et sa palette de jeu qui est tellement complète qu'il est intelligent en plus. Pour l'instant, j'ai très peu de choses à lui reprocher. Par contre, s'il veut continuer à progresser et devenir un joueur confirmé, en vrai une légende all-time, et ben il va devoir faire encore plus fort. En gros, réussir à dominer des joueurs qui sont top 1, voire top 2, maximum top 3 au monde à leur poste. Des mecs comme Nuno Mendes, comme Carreras et j'en passe, oui, comme Théo Hernandez qui va arriver du côté de l'Atlético Madrid. Parce que je le répète, tous les matchs sans exception, quand tu es ailier, ta priorité c'est de réussir à battre ton vis-à-vis avant toute chose. Donc il n'hésite pas à tenter et réussir ses dribbles. Continue Lamine, continue à dribbler autant que possible quand le jeu le demande évidemment et termine tes rencontres comme tu l'as fait face à l'Inter Milan avec des 12, 13, 14 dribbles réussis sur 23 tentés ce jour-là. Incroyable. C'est ce qu'on veut au quotidien ou presque. On va pas te demander ça évidemment tous les matchs, mais quand même. Ensuite, quatrième secteur du jeu où je voudrais voir des progrès chez Lamine Yamal. Ça rejoint un petit peu les dribbles, C'est plus sur le mouvement et ce que j'appelle moi sa mobilité sur le terrain. En gros, un joueur qui se déplace beaucoup plus et beaucoup mieux, qui ne reste pas cloîtré un petit peu collé à la ligne de touche sur son côté droit parce que maintenant il va devoir subir ce qui s'appelle, et on le voit déjà, ce qui s'appelle une prise à 2, voire à 3, voire 4. Je pense que tout le monde a vu l'image qui a été repartagée des millions de fois sur les réseaux sociaux lors du match Portugal-Espagne où on voit justement Lamine Yamal complètement esselé côté droit face à un espèce de triple, quadruple, je sais pas, prise à 4. Et en plus de ça, on ne voit aucun joueur qui vient lui apporter du soutien. Ça, c'est juste incroyable. À ce niveau-là, qu'on n'ait pas un joueur à un latéral droit, un numéro 10 qui vient l'accompagner. Mais bon, de la Fuente, voilà, sans commentaire. Ça, il faut le savoir, que ça va être du coup son quotidien toute sa carrière. Il aura toujours des équipes, des coachs qui feront des systèmes anti-Lamine Yamal, des prises à 2, des prises à 3, des marquages individuels, etc., etc. Et ça, il va devoir l'accepter. Il va devoir s'adapter à ça progressivement. Alors au Barça, il aura un coach Hansi Flick et des joueurs comme Koundé, comme Pedri, comme Olmo qui vont du coup l'épauler et l'aider du coup à être moins esselé, isolé, c'est bien. Ou parfois attirer des joueurs pour renverser côté gauche, c'est très bien aussi. Par contre, lui individuellement, c'est important aussi qu'il comprenne qu'il doit un petit peu dézonner plus souvent, être plus mobile, parfois décrocher pour venir chercher les ballons un peu plus bas. Parce que quand tu fais ça, si jamais tu subis un marquage individuel, ça oblige le latéral à te suivre, à monter sur toi et du coup libérer un espace sur le côté, parfois permuter à gauche, dans l'axe, dézoner en fait, tout simplement dézoner pour ne pas rester enfermé sur son côté droit et sa ligne de touche. Solliciter pourquoi pas des 1-2 avec Olmo, avec Pedri, un peu comme faisait Messi. Combien de fois on a vu Messi partir de la droite, solliciter un 1-2 avec Suarez, un relais et ensuite revenir vers l'axe. Et juste en faisant ça, il n'avait pas dribblé un seul joueur et pourtant il en avait déjà effacé 2 ou 3 parce qu'il avait eu un relais, il avait décroché et il avait lâché son côté droit et sa ligne de touche. Ça, c'est vraiment hyper important pour lui. Il doit finir les matchs avec au moins 80-90 ballons touchés, Lamine Yamal. Et pour ça, justement, il faut un peu plus se déplacer. Et pour ça, justement, il doit se déplacer beaucoup plus. Parce que les matchs, on le voit pas pendant 2-3 minutes, c'est bien. Parfois, il se fait oublier pour mieux piquer ensuite. Mais honnêtement, avec le talent technique qu'il a, ça m'étonnerait pas que dans 2-3 ans, il termine comme électron libre. Le joueur total qui part de droite, certes, mais que tu vois un petit peu partout sur le terrain. C'est ce qu'on veut pour le Barça et pour lui-même, en fait. Quand il sera comme ça, ce sera pas un vrai numéro 10, mais presque. Une sorte de Messi 2.0. Et dernière chose, du coup, cinquième aspect du jeu où il doit progresser, c'est évidemment défensivement. Là, c'est un peu plus clair et plus simple pour tout le monde à comprendre. C'est évidemment meilleur au pressing, meilleur au duel. Venir un peu plus souvent aider Jules Koundé, son latéral droit, en sélection aussi. Parce que souvent, on le voit un petit peu en retard au pressing. Et aussi dans ses replis défensifs, souvent, il revient en trottinant. Peut-être que c'est aussi pour s'économiser, c'est possible. Mais parfois, je pense que l'équipe en aurait un peu plus besoin. Donc voilà. Alors, je sais qu'on aurait pu parler de son comportement sur le terrain parfois. Et là, je parle pas forcément dans le jeu,
mais on sait qu'il a parfois tendance à réagir aux provocations adverses. Alors pour l'instant, rien de grave, pas de carton rouge, pas d'agression, de réaction malvenue où il utiliserait un petit peu ses mains et ses poings. Rien de flagrant, mais attention, parce qu'à force, tous les jours, tous les week-ends, tous les matchs, tous les 5 minutes, vous recevez des coups, etc. Et ce serait pas forcément intelligent de réagir à ça. En clair, il va devoir faire abstraction. Apprendre à faire abstraction de tous ces coups bas, ces coups de vis, tous ces tacles à la gorge, tout ce qui est attentat en fait, tout simplement. Parce que ça en fait, il va en subir toute sa carrière. Il faut qu'il le sache aussi, parce que c'est la marque des grands, comme disait Eden Hazard, quand il sentait justement qu'on voulait le tacler, c'est parce qu'il savait qu'il faisait un bon match. Et je pense que pour ceux qui ont fait du foot, vous savez, vous le sentez aussi que quand on vous cassez, c'est parce que vous êtes bon en fait. Et ça, les plus grands le savent, les Messi, les Cristiano, en passant par Neymar, tous avaient ou ont encore, pour Messi et pour CR7, des adversaires qui veulent les faire réagir. C'est leur but, Ils veulent vous faire dégoupiller. Donc justement, tu dois apprendre à garder ton calme et accepter justement ce traitement-là. Dans la limite du respect, évidemment. Tant qu'il n'y a pas volonté de blesser le joueur, moi, ça ne me dérange absolument pas que des joueurs se fassent charcuter. C'est le football. C'est ça, justement. Parfois, c'est même bon. Quand je vois justement les fans du Barça qui étaient juste scandalisés par l'agressivité des joueurs du Real lors de la finale de Coupe du Roi, moi, ça m'a fait rigoler. Parce que moi, j'aime ça. J'aime ce football-là où justement, on se frite. Et c'était à des années-lumière de ce qu'on a vécu avec Messi en 2011, avec Mourinho et le Real de l'époque. C'était à des années-lumière de ça. Donc moi, ce que j'ai vu là récemment, ça ne me choquait absolument pas. Donc ne soyons pas fragiles, tout simplement. Voilà les frères, pour les 5 axes de progression de Lamine Yamal. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous en voyez d'autres, si vous voyez un 6e axe de progression, ou si vous n'êtes pas d'accord avec un de mes 5 axes à moi, je vous invite à le faire en commentaire et de m'en parler, comme ça on débattra, parce que c'est typiquement le genre de vidéo et de sujet qui m'intéresse. Moi, j'aime parler de terrain encore plus que du mercato, comme je le fais tous les jours en ce moment. Donc voilà les frères, ça faisait tellement longtemps que je voulais faire cette vidéo là, enfin, elle est faite, j'espère que vous a plu. Rendez-vous du coup ce week-end pour parler du mercato idéal et aussi de la Coupe du Monde des clubs, et sinon tous les jours on parlera évidemment du mercato dès ce soir. Voilà les frères, bonne soirée à tous, ciao.